Vous accueille avec un grand plaisir aujourd'hui sur ce webinaire qui est à l'initiative de la coordination des entraides. La coordination des entraides, elle a pour mission d'organiser entre autres les entraides en ligne et puis de temps en temps une réunion focus comme celle de ce matin lorsque la thématique demande un peu plus de temps que le temps que nous avons lorsque nous faisons les entraides en ligne. Et aujourd'hui, nous avons choisi de traiter le sujet de la recherche de fonds, recherche de subventions, recherche de financement, recherche d'argent. Voilà, donc on va avec Florence animer cette réunion ce matin. Il y aura plusieurs temps. Et puis, elle sera enregistrée. Donc, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que si vous ne souhaitez pas passer à l'image, laissez vos caméras éteintes. Et ça, voilà, l'émission sera ensuite, enfin, le webinaire sera ensuite mis en replay sur la chaîne YouTube de la FEP. Ce qui nous a poussé aujourd'hui à organiser cette réunion, c'est que, comme tous, on est touché par la baisse des subventions. On est du coup en période d'amoindrissement également des fonds propres, parce que depuis le Covid, toutes les associations ont dû piocher dans leurs fonds propres pour pouvoir financer les activités qu'elles organisent. Et qu'il s'agisse de petits projets en montant, c'est-à-dire des projets pour lesquels on fait une recherche de 500 euros, ou qu'il s'agisse des gros projets immobiliers qui permettent de refaire des locaux, toutes les associations sont en recherche de fonds et tout projet euh, a son importance en termes de recherche de fonds. C'est-à-dire que on se rend compte que pour une association qui a un budget de 600 euros par an, le fait de vouloir financer un projet à 500 euros a autant d'importance que pour une grosse entraide qui a des salariés et qui recherche un budget plus important. Euh, Aujourd'hui, on va peu parler des subventions de fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour payer des salaires, euh, parce qu'on ne peut pas tout couvrir et que dans le cadre de la coordination des entraides, on s'adresse majoritairement à des associations pilotées par des bénévoles. Et donc, on ne rentrera pas dans les recherches de financement public de type financement pour des places d'hébergement et des choses comme ça. Voilà. La première chose que je voulais vous dire avant qu'on démarre vraiment, c'est que quel que soit le projet, avant d'aller chercher des financements, il va falloir travailler son projet. Et ce travail en amont, qui se fait avec les membres du CA ou avec des bénévoles ou avec l'aide du délégué régional de la FEP, est extrêmement important pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on va chercher comme montant et pourquoi. Ça veut dire que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les montants recherchés, le projet va être décortiqué en différents postes et selon les différents postes à financer, il va falloir aller chercher des financements dédiés sur chacun des postes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on présente un projet et qu'on dit on a besoin de 150 000 euros, on a beaucoup moins de facilité à trouver 150 000 euros que quand on va aller voir différents financeurs et qu'on va aller en voir un, par exemple, qui va s'occuper de la partie bâtiment et sur lequel on va aller le chercher pour 40 000 euros. Et puis, on va aller chercher de quoi acheter du matériel pédagogique pour une salle d'activité. Et donc, on va aller chercher un financeur dédié sur un montant je sais pas, 10 000 euros, etc. Donc, c'est extrêmement important qu'en amont de la recherche de fonds, on ait fait ce travail de décrire le projet en différents postes financés pour qu'ensuite on aille chercher le financement dédié aux différents postes du budget. Je vais vous présenter, avant de donner la parole à deux personnes qui vont témoigner ce matin et que je vais vous présenter, je vais vous partager un petit slide, pardon, une petite diapo. Tac, vous voyez ma diapo là? Oui, Ok. Je vais même vous la mettre en plein écran. Voilà. Donc, juste pour vous montrer comment on structure la recherche de financement. Donc, on a l'association, c'est vous, qui a son projet qui a été bien travaillé. Et puis, il va y avoir deux types de financement. La partie financement public ou les financements venant en provenance des collectivités territoriales. Et puis, il y a tout ce qui est financement privé. Et tous ces financements, on va en parler un peu aujourd'hui. Donc,
côté financement public et collectivité territoriale, souvent c'est soit des réponses à des appels à projets, soit des demandes de subventions. Et puis, côté financement privé, et là, on a beaucoup de choses peut-être à partager ce matin. J'ai marqué ce qu'on appelle les quêtes occultes, donc les collectes qui sont faites dans le cadre des cultes, les collectes pour les entraides. Il y a d'autres collectes possibles dont on va parler. Il y a éventuellement la possibilité d'organiser des activités lucratives. Il y a les recherches de fonds auprès de fondations privées et puis il y a tout ce qui est recherche de fonds auprès des entreprises. Donc c'est tout ça ce qu'on va regarder ce matin. Il y a peut-être encore d'autres possibilités et évidemment on sera très preneur de vos propositions, hein. Si vous souhaitez prendre la parole à un moment, on aura un temps d'échange où chacun pourra éventuellement apporter aussi ses solutions. Euh, Donc, on va commencer par un temps où on a demandé à Sonia Arnoux, qui est à l'entraide du Haut-Lignon, de nous parler du projet sur lequel elle travaille pour son entraide en ce moment. Et puis ensuite, Pierre Marion de l'entraide d'Alès, qui nous parlera aussi d'un autre projet. Ces deux projets de dimensions complètement différentes et pour des activités complètement différentes. Et puis ensuite, vous pourrez évidemment leur poser des questions. Florence ensuite animera avec nous un temps d'échange vous pourrez témoigner aussi de recherches à la fois fructueuses et puis aussi des difficultés et des freins que vous avez rencontrés dans votre recherche de fonds. Et puis ensuite, on aura un deuxième temps de réunion sur les solutions avec une intervention de Célia Janus, qui est déléguée régionale à la FEP pour la région Grand Est et qui a rencontré une déléguée territoriale, enfin la déléguée territoriale de la Fondation de France, avec qui elle a eu un échange et elle va nous partager aussi voilà, tout ce qu'elle peut nous partager sur les financements proposés par la Fondation de France, qui est une fondation privée. Et puis ensuite, on vous partagera plein de solutions possibles. On a eu récemment un séminaire avec le conseil d'administration de la FEP et l'équipe salariée, et avec un atelier sur la recherche de financement, avec beaucoup de choses qui ont été partagées et voilà, qu'on partagera ensemble. Et ce temps-là, évidemment, n'hésitez pas à nous interrompre. Juste les dernières consignes, on garde son micro fermé, on peut demander la parole en cliquant sur réaction, et Florence va animer ce temps d'échange. Je commence par donner la parole à Sonia. Oui, Voilà, bah écoute, je te laisse nous raconter un peu la genèse de votre projet et puis comment s'est passée la recherche ou comment se passe la recherche de financement parce que vous êtes encore dedans. oui, Et puis peut-être les difficultés les bonnes surprises. oui. Alors donc l'équipe, il y a une équipe spécifique de l'entraide protestante du Haut-Lignon. Donc je ne sais pas si vous situez, c'est le Haut-Lignon, c'est Chambon-sur-Lignon, Mazet-Saint-Voix, Tence. Voilà, c'est à 1000 mètres d'altitude. Et donc c'est une entraide qui ne fonctionne effectivement qu'avec des bénévoles et qui est une petite entraide qui avait un budget de 10 000 € jusqu'à 2024. Il a multiplié par 7 ou 8 son budget. Donc, elle s'est mise au travail parce qu'elle savait qu'il fallait un projet qui nous entraîne dans une autre dimension, étant donné que notre entraide était beaucoup animée par des personnes qui quittaient petit à petit parce qu'elles étaient devenues trop âgées. Et qu'on s'est dit, si on fait ça d'équipe en équipe, on va pas résister très longtemps parce qu'on est tous des retraités, à part une personne au conseil d'administration, deux personnes, oui. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur un projet. Et à ce moment-là, on venait d'élargir le diaconat du Chambon en entraide protestante du Haut-Lignon. Et on a eu deux opportunités. D'une part, nous, l'entraide, on a vendu un bien. Donc, ça nous a donné un petit fonds que l'Assemblée générale nous a demandé d'investir dans un nouveau projet. Et en même temps, l'Église protestante unie du Chambon nous a proposé de nous mettre à disposition un appartement qui ne servait plus et qui était vétuste. L'Église ferait les gros travaux et nous laisserait ensuite un plateau que nous aurions à aménager. Donc, on a travaillé pendant 1 an sur qu'est-ce que nous allons faire de cette proposition. Et
on est arrivé à un projet qu'on a appelé projet Sarepta, qui est un projet de création d'un lieu d'accueil et d'hébergement en colocation dans cet appartement pour différents publics selon les saisons, puisque chez nous, les saisons sont très contrastées. L'hiver est un temps qui peut être très difficile pour beaucoup de personnes, notamment les personnes âgées seules, parce que il faut faire face à l'isolement, parce que les maisons d'à côté se sont fermées avec les beaux jours. Et puis, il faut rester, l'hiver dure souvent 6 mois, où il peut y avoir de la neige ou pas, selon les hivers, mais quand même, c'est un temps où il est difficile parfois de se déplacer, un temps où il est difficile de chauffer sa maison, etc. Donc, on a ce public en hiver, donc 3, 4 mois d'hiver. Et puis ensuite, en été, on a un autre public qu'on voudrait accueillir là. Ce sont des familles qui ne partent jamais en vacances, qui habitent les villes et on pourrait être en contact avec ces familles par les entraides de ville. Et dans l'entre-deux des saisons, on accueillerait des aidants, ce qu'on appelle des aidants familiaux ou des proches aidants, et qui ont besoin de se reposer et de souffler un peu. Donc voilà les 3 publics auxquels on voudrait s'adresser. Et donc c'est la vente d'un bien et l'appartement qui nous est mis à disposition par l'Église qui nous permettent de réaliser ça. Mais en même temps, on sait dès le début, quand on a fait les études pour savoir à quel budget on aurait à faire, qu'on n'aurait pas assez d'argent et qu'il nous faudrait donc chercher d'autres possibilités. Nous n'avons pas construit une méthodologie de recherche de fonds en tant que telle. On a avancé au fur et à mesure et on s'est adapté à ce qui se passait. Donc cette méthodologie, elle s'est construite chemin faisant. Et en janvier 2025, donc on travaillait depuis 1 an sur ce projet, quand on a décidé qu'on était prêt à présenter ce projet déjà à la nouvelle édition du prix Charles Gide, donc celle de 2025, de la FEP donc. Et nous avions déjà constitué à ce moment-là 4 équipes de travail, dont une équipe qui s'appelait recherche de financement. Et c'est cette équipe-là qui s'est attelée à la rédaction de la lettre d'intention pour le prix Charles Gide. Une fois qu'on a fait cette lettre d'intention, bien sûr, on a été happé par plein d'autres choses, notamment une équipe qui s'occupait déjà de la recherche des artisans qui allaient contribuer à l'aménagement de cet appartement. Et donc, on avait de plus en plus de chiffres précis sur notre montant. On a tablé au début, on disait 100 à 120 000 euros, et en fait, on est dans plutôt 100 000 euros. Mais on a effectivement coupé cette grosse somme en plusieurs sommes plus petites, notamment 50 à 65 000 euros d'investissement, de gros travaux. Ensuite, l'aménagement du lieu et la partie fonctionnement à laquelle nous devons penser aussi, même si nous continuons pour le moment à être des bénévoles. On espère bien qu'un jour, on pourra passer à un autre niveau. Mais pour ça, il faut que notre structure nouvelle là soit ouverte, soit accueil du public et qu'on voit comment ça se passe. Donc, au mois de mars 2025, on a eu une première bonne nouvelle, c'est qu'on était admis à la 2e étape pour le prix Charles Gide. Et dans le même temps, on avait participé à un séminaire qui s'appelle Bâtir un projet, qui était proposé par l'association La Gerbe, donc, qui a 2 sites, un dans la région parisienne et un autre à Lézan. Et donc, c'est une association qui fait partie du réseau FEP aussi. Et on était aussi en lien avec notamment l'entraide protestante de Lyon et le diaconat de Valence, avec qui on a commencé à poser quelques jalons de partenariat possibles, notamment pour l'aspect été.
en sachant que ces associations-là pouvaient nous aider sur le plan de la logistique, sur le plan, enfin, notamment ils nous ont proposé de relire ce qu'on avait écrit, mais ils ne pouvaient pas nous aider financièrement, puisque même ils étaient toujours en recherche de fonds. Au mois de mai, on avait donc rédigé, non plutôt, au mois d'avril, on avait rédigé le côté écrit du dossier pour le prix Charles Gide, et en même temps, on a préparé la visio finale, hein, avec un jury qui était en petit bout, écoutant les uns et les autres, puisqu'il y en avait quand même pas mal de candidats. Et on a appris, oui, au mois de mai, fin mai, qu'on était lauréat de ce prix. Et on ne savait pas quel était le montant qui nous serait attribué. Ça, on l'a su quand on nous a remis notre prix lors des journées de la Fédération Entraide Protestante. En même temps, donc on ne s'est pas contenté de nous reposer sur ce premier financement. On a entrepris une deuxième demande. On savait déjà qu'on était lauréat et ça nous a fait, ça nous a boosté, il faut le dire quand même. Et en même temps, on a rencontré quelqu'un qui fait partie de notre entraide et dont on savait déjà qu'il avait des grandes compétences dans le domaine qui nous intéressait. C'était un ancien conseiller URIOPS qui était en retraite, enfin qui est toujours en retraite au Chambon et qui nous donne des conseils quand on en a besoin. Et c'est très utile, ça, de connaître des gens qui ont un passé professionnel dans la recherche de fonds. Et donc, c'est par lui qu'on a eu connaissance d'une fondation, une autre fondation. Alors, est-ce que je les nomme, ces fondations? Oui. Donc, c'est la fondation Bruno. Donc, c'est une fondation qui aide plus particulièrement des petites associations. Et on n'a pas répondu à un appel de projet, c'est nous qui avons, enfin, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure a pris contact avec cette fondation pour demander si on pouvait leur présenter un projet. Et on a finalisé ce dossier assez rapidement avec l'aide de cet ancien conseiller URIOPS et on a demandé 7 500 €, somme qu'il nous avait conseillée. Et en fait, comme on venait de savoir qu'on avait reçu 10 000 € au prix Charles Gide, on l'a annoncé dans ce courrier et ils nous ont remis finalement la même somme. Les 7 500 qu'on a déjà touchés et les 2 500 complémentaires qui vont nous être versés quand on donnera un premier compte rendu de où on en est. Donc, ce printemps. Donc, on se rend compte aussi déjà que les fondations qui subventionnent ou qui ont des appels à projets n'ont pas toutes les mêmes modalités. Donc, il faut bien regarder ça dans les appels à projets qui sont publiés avec des dates. Parfois, on découvre l'appel à projet et on y rentrait en plein dedans, mais c'est déjà passé parce qu'ils ne les publient pas toujours en avance. Donc, on a été très vigilants à suivre les appels à projets. Et on a une bénévole qui nous a rejoint, qui travaillait dans une fondation, qui recherchait des subventions pour des étudiants. Et elle nous est aussi très utile parce qu'elle connaît des choses que nous, on ne sait pas. Et notamment, elle est très vigilante sur la publication des appels à projets. On a aussi dans notre équipe une sœur diaconesse qui est aussi très pointue là-dessus parce qu'elle connaît beaucoup de monde. Elle sait comment fait la fondation Diaconesse de Reuilly et elle nous donne de temps en temps des noms de subventions qui pourraient peut-être nous aider. Et donc, on avait trouvé un appel à projet de assurance crédit agricole et on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt à répondre à cette demande-là parce qu'ils nous demandaient de produire un modèle économique pérenne. Et là-dessus, on n'était pas encore au point.
Donc, on s'est dit, on va pas répondre cette année. C'était déjà la 8e ou la 9e édition et on rentrait en plein dans les clous, mais on s'est dit, puisqu'ils en ont déjà fait un certain nombre, ils vont certainement en refaire une année d'après et on se tient prêt à répondre cette année où on a plus d'éléments pour présenter un modèle économique pérenne. Donc, on a aussi fait le choix parfois de ne pas répondre et de surseoir. Et ensuite, on s'est attelé à, alors là, ça nous a pris beaucoup de temps, à répondre à la Fondation Michelin, qui avait un site pas loin de nous, parce que c'était une des conditions, cherchait des associations qui n'étaient pas trop loin de leur propre site. Et on a beaucoup travaillé parce que c'était un dossier très complexe, hein, ces dossiers en ligne, je ne sais pas si d'autres ont déjà essayé ce genre de choses, mais c'est quand même parfois très complexe. Et notamment, on s'est rendu compte qu'il nous fallait travailler sur d'autres domaines, notamment tout ce qui est les études d'impact, ces choses-là qui nous étaient très étrangères, hein. Et heureusement, on a trouvé Protest de la rentrée dont c'était le sujet du dossier. Donc, on a fait cette demande qui s'est avérée ne pas correspondre à leurs exigences. Et je pense que c'est parce qu'on était en fait une trop petite euh, structure, quoi, une trop petite association. Eux, ils cherchaient, et j'avais vu passer ça quelque part, ils cherchaient des associations dont la demande de subvention ne serait pas inférieure à 100 000 euros. Alors, vous voyez donc déjà, on avait déjà on n'avait pas besoin d'une aussi grosse somme, même si on a osé présenter un budget de fonctionnement aussi sur 3 ans. Et donc, on a eu une réponse négative. Mais de cette expérience-là, on a aussi beaucoup appris parce qu'on travaille toujours en équipe. Et donc, on met ensemble les différentes compétences, celles qui nous étaient offertes par les passés professionnels de certaines personnes, mais aussi ce qu'on a appris en travaillant ensemble. Et après ça, après c'est déconvenu, on va dire, mais on s'y attendait un peu quand même, hein. On a présenté aussi parce que moi-même, j'ai rencontré pas mal j'ai pris des contacts au moment de les journées de la FEP, hein, qui sont des journées qui permettent cela. Et donc, on a poursuivi notre contact qu'on avait déjà entamé avec la Fondation du protestantisme et on a demandé à être un projet soutenu via la fondation individualisée de la FEP. Et on a été admis pour cela. Ce qui veut dire que maintenant, on est sur la préparation d'une campagne de dons. Et puisque nos donateurs ou nos potentiels donateurs sont aussi des paroissiens de nos églises locales, on n'a pas voulu faire ça au moment en fin d'année, mais on a programmé ça ce premier semestre 2026. Parce qu'on espère aussi bien que notre structure, elle va ouvrir dès l'été 2026. Et alors, ça serait trop long à vous expliquer, mais notre projet, il a débouché sur un deuxième volet qui va déjà se concrétiser la fin février, où on espère aussi rencontrer beaucoup de gens, être en contact avec d'autres personnes, parce qu'on on a mis au point quelque chose, donc à côté de Sarepta, qui s'appelle Rencontre et Partage, qui va fonctionner comme une espèce de tiers-lieu, mais un petit tiers-lieu, voilà, à notre dimension, où on invite chacun à pouvoir mettre en œuvre ses propres idées. Donc ça, c'est pas quelque chose qui nous sera très coûteux, mais on fait des travaux pour avoir un local au rez-de-chaussée de la maison. Il y aura l'appartement dont j'ai parlé qui sera à l'étage et au rez-de-chaussée, il y a déjà 2 salles qui existent et là, il y en aura une troisième que l'entraide met en état avec la coopération de l'Église et ça nous sera mis à disposition comme lieu pour se rencontrer et partage. Et là-dessus, on est
partie aussi à présenter un autre appel à projet, à répondre à un autre appel à projet qu'on a trouvé au mois de décembre et qui était clos le 10 décembre. Donc, cette fois-ci, on n'a pas fait un travail d'équipe, on a remis à la personne qui ne travaille plus en télétravail avec nous parce qu'elle n'est pas sur place pour le moment. Et elle a monté le dossier, elle l'a envoyé. On vient d'apprendre, il y a une dizaine de jours, qu'on était retenu pour la première étape, enfin de passer à la deuxième étape. Donc, on a quelqu'un, parce que c'est une fondation comme la Fondation Bruno d'ailleurs, qui est abritée par la Fondation de France. Et donc, il y a une bénévole de la Fondation de France qui va nous rencontrer demain. Demain matin, on a rencontre avec la Fondation de France le matin, avec la FEP l'après-midi. Ça va être une bonne journée. Et donc, on verra comment ça va se poursuivre parce que la personne qui nous a appelé pour nous dire qu'on était retenu, elle nous a en même temps dit qu'il y avait énormément de demandes. Ouais. Et Merci. c'est ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, au fait que les subventions baissent, quoi. Ouais, ouais. Merci Sonia. Je t'interromps non pas parce que Oui, c'est pas intéressant, mais pour voilà, te voilà, mais donner j'ai encore fini. peut-être une minute. Ah, t'as fini. Ben, j'ai Euh, fini parce que je dis qu'on a encore quelques cartes à jouer, ouais, mais c'est donc en chemin faisant qu'on a construit notre méthodologie ouais. et pour le moment, on n'a pas vraiment d'autres que les 20 000 euros qu'on a touchés. On a aussi euh, été aidé par des, comment on va dire ça, des dons à l'association pour le projet Sarepta, qui était beaucoup plus important que des dons d'autres années. Oui, oui. Merci mille fois. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que justement, on voit bien que les financements, au lieu de demander 120 000 euros, vous êtes passé par des appels à projets sur des sommes particulières et puis vous Oui, construisez au fur et à mesure que ça vient. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce que tu racontes, c'est aussi le fait que le projet s'est adapté, c'est-à-dire que ça vous a donné d'autres idées et puis que du coup, le projet va prendre une ampleur différente de celle qui avait été celle de départ. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de se laisser porter par le projet et puis d'accepter qu'il puisse prendre une ligne un peu différente ou s'enrichir en tout cas du travail que vous faites en équipe. Euh, le fait aussi de s'appuyer sur les compétences et sur les passés des gens qui font partie du projet, soit parce qu'ils ont fait partie d'une entreprise, soit parce qu'ils ont du réseau, soit parce que, voilà, et se laisser aussi porter comme ça. Je voulais peut-être voir si quelqu'un d'entre vous, enfin, si quelques-uns d'entre vous ont une question à poser spécifiquement à Sonia sur ce qu'elle vient de dire, parce que Sonia doit nous quitter après. Merci d'avoir été là quand même ce matin. Il y a Pierre qui a une question à poser, ouais. Oui, quel usage est destiné le logement qu'on est en train de créer au Chambon? Un oui, logement pour qui, et comment? oui, c'est ce que Est-ce que j'expliquais au début. Hein, ces trois publics, personnes âgées, euh, personnes qui ne peuvent pas partir en vacances pendant l'été et aidants familiaux, ce sont ces trois publics pour qui cet appartement est préparé. alors ce sont des locations, ou tout au moins de prêts de logement de durée déterminée courte ou de longue Non, durée? c'est les plus longs, ça sera la période hivernale, hein, donc 3, 4 mois, et les autres, ça sera en fonction de, par exemple, les aidants familiaux. Il y en a qui pourront venir si la personne euh, qui porte est valide, ils peuvent venir avec elle, mais si c'est une personne qui ne peut pas monter un étage, on ne pourra pas accueillir les deux. Donc, ça sera pour le temps où elle pourra placer, où elle aura une autre solution pour la personne aidée. Et puis pour l'été, ça sera euh, 15 jours pour une famille ou pour des Et sur personnes le seules co- qui acceptent de cohabiter dans un appartement. Et sur l'accueil de l'étranger, je parle Ukraine ou autre, qui est vraiment le passé du Chambon-sur-Lignon. Est-ce que vous avez une action en ce sens-là? Oui, on vient encore d'accueillir une famille qu'on a pu héberger dans un presbytère qui, pour le moment, est vide. Et, et donc, on a des solutions annexes pour ça. Mais cet appartement, comme il y a une mise de fonds importante, il fallait aussi qu'ensuite, on puisse avoir des possibilités de retrouver des participations à des locations. Mais l'été, on est bien d'accord que l'été, on voudra accueillir là des personnes qui ne peuvent pas partir et notamment
des familles exilées qui sont soutenues par des entraides de ville hein, et qui ont besoin d'aller se un petit peu là où il fait moins chaud D'accord, en été. merci. Voilà. Il y a une question dans le chat. Combien de personnes pourront être hébergées chaque saison? C'est un appartement où on peut mettre 4 personnes, hein, c'est ça? Cinq? Il y a trois chambres, dont une qui pourrait être éventuellement pour 2 personnes. Très bien. Et la surface de l'appartement, on nous demande. La surface, c'est 100 mètres carrés. Ok, super. Voilà. Merci mille fois, Sonia. Je te libère pour aller rejoindre le déjeuner de l'entraide. Voilà, et on se voit demain. Ça me fait très plaisir de Oui, mettre des images demain. oui, très bien. Et je me réjouis de pouvoir ensuite vous écouter, écouter la suite de la rencontre là, de ce matin. Merci, Voilà. merci Merci beaucoup. Sonia. Au revoir. Au revoir. Je vais du coup donner la parole à Pierre, qui l'avait il y a une seconde, Pierre Oui, Marion, qui est à l'entraide de Alès, et qui va nous parler d'un projet de financement d'un camion pour l'aide alimentaire. Je te laisse nous raconter, Pierre. merci. Quelques mots pour situer notre association qui déterminera après les finances. Nous faisons que de l'alimentaire. L'alimentaire en relation avec tout le milieu social, c'est-à-dire assistance sociale, soit du département, soit des communes, et CCS des communes qui assument après tout le social et l'accompagnement des bénéficiaires. Donc l'alimentaire, nous sommes une association, au départ c'était le diaconat, qui a plus de 100 ans, 125 ans, puisqu'elle a été créée aux fin d'année 1800, puis transformée en association lorsqu'on a connu les statuts types d'association en 1901, et puis en 1905, elle a été reconnue d'utilité publique et elle fonctionne sur Alès et sa région depuis. Nous sommes 35 bénévoles. 35 bénévoles, la richesse, c'est que d'un certain nombre, pour ne pas dire la grosse majorité, sont des personnes qui ont quitté leur ville natale d'Alès sur le plan professionnel, et ont eu une carrière dans, un peu partout, et se retrouvent maintenant retraités sur Alès et font bénéficier de l'association de toutes leurs connaissances, leurs capacités professionnelles. Ce qui est très riche, il y a beaucoup d'enseignants, il y a du personnel médical et autres, mais c'est une richesse pour l'association. Nous donnons l'alimentation sur 5 points aux alentours d'Alès. Il y a 5 dépôts en relation avec les CCA et les départementales. Nous arrivons à alimenter 435 familles. 435 familles, ce qui fait 1072 personnes. Et donc, il faut un ravitaillement, un rangement, conservation des denrées d'une semaine à l'autre, des fois plus, donc un équipement de froid pour ne pas casser la chaîne froid et porter de l'aliment correctement à tous les bénéficiaires. On essaye d'avoir un maximum, c'est à peu près 50% de légumes, fruits et légumes, le plus frais le possible. Et nous avons un ravitaillement, nous fonctionnons avec la banque alimentaire qui s'est transformée, nettement améliorée dans le Gard. La banaste, pour ceux qui savent ce que c'est la banaste, je pourrais expliquer par la suite. Et puis la ramasse dans la grande distribution sur Alès et aux alentours d'Alès. Pour la chose, nous avons décidé, au départ, on avait une distribution sur place à la maison du Pot-Centime à Alès, mais on s'est aperçu que beaucoup, et alertés aussi par les instances sociales et les CCS et des autres communes aux alentours, beaucoup ne pouvaient pas se déplacer en centre-ville à l'Est pour bénéficier du Resto du Cœur, de la Croix-Rouge, Secours populaire ou autre, et qu'il y avait un besoin important
faute de moyens de communication. C'est à ce moment-là qu'après avoir discuté sur les assistances sociales, qui nous sollicitaient d'avoir un fourgon magasin, et d'apporter sur place, sur 5 communes aux alentours d'Alès, l'alimentation. Et nos points de dépôt sont bien souvent les communes, les mairies elles-mêmes, qui nous permettent de brancher le camion à l'électricité et d'apporter un bon service. Et là-dessus, donc, pour cette distribution sur 5 points, on avait besoin donc d'un camion. On en a eu un petit, mal aménagé, très ancien et surtout très fragile, et qui a fini par craquer dans l'année 23. Donc, on était dans l'obligation d'acquérir un nouveau fourgon. On a trouvé un commerçant ambulant qui vendait son affaire et qui voulait se débarrasser du camion. Ce camion représentait 45 000 €. Donc, comment le financer? On l'a financé de suite par une cagnotte en ligne avec Hello Asso qui nous a apporté à peu près 12 000 €. Là-dessus, on a fait appel à un certain nombre de familles et aux alentours et paroissiens des différentes paroisses des alentours. Et sur le plan national aussi, on a eu la chance d'avoir des dons relativement importants et qui nous permettent d'arriver aussi à 12 000 €, ce qui faisait donc 24 000 € sur les 45. Là-dessus, nous avons eu une chance inouïe, c'est que le vendeur qui prenait sa retraite et qui n'arrivait pas à faire reprendre son activité par un concurrent ou autre, a accepté qu'on paye le fourgon en 3 fois sur une année, ce qui était une richesse pour nous, et on a pu le compléter par nos fonds propres. Donc, c'était l'année 24. Le précédent camion a été classé inutilisable par les experts. Donc, c'est en 24 qu'on a eu ce nouveau camion et on a fini de le payer les débuts de l'année 25. Ce qui nous a permis de le faire sur nos propres fonds, le complément. Alors, plus généralement, sur le plan financier, comment nous tournons? Nous sommes aidés par les différentes communes où on apporte le service, qui donc on peut appeler subvention de fonctionnement, qui est un montant de 7 500 à peu près chaque année. On a des dons, de ceux qui nous connaissent, et on sollicite chaque année par une lettre d'information sur nos activités. Et on a à peu près 12 000 € de dons chaque année. Plus les cotisations des membres de l'association qui représentent 1 300 €. Et puis, nous demandons aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux familles que nous aidons, une participation de 5 € par semaine. 5 € et on leur apporte. Elles choisissent dans le camion, elles se servent elles-mêmes et chaque fois, c'est une dépense réelle, chiffrée entre 30 et 50 € à chaque foyer ou à chaque personne qui vient solliciter notre service. Donc pour elles, c'est simplement une participation à l'association pour leur montrer qu'il y a un coût et qu'ils doivent aider autant que ce qu'on les aide. Pas autant, les proportions ne sont pas comparables du tout, bien sûr, mais c'est une participation que nous ne voulons pas le faire tout à fait gratuitement, qui est un fonds de solidarité entre aidants et aidés. Donc là-dessus, nous avons
ce qu'on prend à la banque alimentaire, à la Banaste et autres, à un coût. C'est un poids déterminé chaque année et c'est des 10, 15 centimes ou 50 centimes le kilo en fonction de la marchandise qu'on nous redistribue. Ce qui représente quand même sur l'ensemble de l'année 23 000 euros de dépenses d'acquisition de nourriture, plus tout le fonctionnement du fourgon. Alors, vous dire là-dessus aussi qu'on a été aidé par la Banque alimentaire qui renouvelait son parc de véhicules et qui nous a donné, réellement donné, entièrement gratuitement, un fourgon réfrigéré, ce qui nous permet de maintenir la chaîne du froid lorsqu'on s'approvisionne à la banque alimentaire à Nîmes. Nous sommes sur à l'est. Il y a une petite heure de transport. Et l'été, il était difficile de transporter la nourriture, en particulier tout ce qui est lait, le laitier et autres, même viande et autres, dans un fourgon que surchauffé à 35-40 degrés, c'était inimaginable. Donc, on peut le faire en maintenant la chaîne froide à l'aide de ce fourgon qui a été donné entièrement, certes usagé, mais il a un très bon fonctionnement et qui nous permet d'être vraiment en règle au point de vue chaîne alimentaire, une chaîne froide. Il veut dire, Voilà, Pierre, je donc, t'interromps. Du coup, vous avez deux pardon? fourgons maintenant. Vous avez deux Oui, fourgons, du coup. nous avons deux fourgons, un fourgon pour la vente et un fourgon pour l'approvisionnement. Très bien. Et l'approvisionnement jusqu'à cet été que la Banque alimentaire nous a concédé ce fourgon-là, on le faisait avec nos propres véhicules personnels et des remorques derrière nos véhicules personnels, ce qui était lourd et puis à la charge aussi de chacun d'entre nous. Alors, vous dire quelques informations qui sont autres que financières. Si, sur les finances, je peux vous donner quelques détails complémentaires. C'est que chaque année, les communes qu'on dessert, par leur CCS, nous apportent une aide financière. Et le conseil départemental, après un dossier assez complexe, mais qu'on a pu apporter, nous aide au titre de ce qu'ils appellent animation d'intérêt public sur le département, et puis l'autre, aide à la structure. Et ces deux subventions du conseil départemental représentent 5 000 euros par an. Au total, nous avions en 24 12 600 de subventions de fonctionnement par les communes et les conseils départementaux, et qui est tombé en 25 à 7 000 euros, suite aux suppressions et diminutions que vous connaissez tous. Et puis après, donc, je viens de vous le dire, des dons personnels des familles et les cotisations, plus les participants, et ce qui nous permet quand même de tourner correctement sur le plan financier. Alors, vous dire aussi que les 36 bénévoles que nous sommes, je le disais, tous, sauf deux, nous sommes retraités, et pour certains, c'est quasiment un temps plein, soit en présence sur les locaux et dans le service et la distribution, tout, soit du travail personnel sur informatique avec leur propre ordinateur de leur propre domicile. Pour certains, pour en particulier le bureau, le président, le secrétaire, le vice-président, c'est vraiment un temps inouï consacré chaque semaine. Et nous avons la particularité d'être composé par des membres représentant toutes les communautés protestantes d'Alès. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Ça va des assemblées de Dieu qui sont relativement évangéliques à des libéraux très, très fermés. Donc, et avec ça, une entente, une solidarité, une complémentarité vraiment exceptionnelle. J'ai rarement vu parmi les nombreuses années que j'ai passées dans des associations.
une solidarité et une efficacité aussi forte que ce que je vis aujourd'hui à l'entraide d'Alès. Merci beaucoup, beaucoup, Pierre. Voilà, je ne sais pas si vous voulez d'autres compléments au point de vue financier, mais je pense vous avoir dit beaucoup de choses, surtout pour le financement de ce fourgon qui nous rend Oui. vraiment service. Merci beaucoup, Pierre. Ce qui est bien, c'est que en fait, tu as abordé des sujets que Sonia n'avait pas abordés, qui sont notamment les subventions locales, donc par le département ou éventuellement les subventions de structure par la mairie, dont on voit bien qu'elles sont en danger aujourd'hui et qu'elles baissent de manière drastique. Tu as abordé un autre sujet qu'on n'avait pas encore mentionné, qui est le travail en partenariat avec d'autres associations. Euh, il y a cette expression qu'on ressort à toutes les sauces, mais voilà, hein, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, le partenariat local avec d'autres associations est essentiel pour pouvoir présenter des dossiers qui inspirent la confiance des financeurs. Il ne faut pas hésiter. Alors, Sonia vous dirait que à l'entraide du Haut-Lignon, c'est quand même des lieux qui sont en zone très très rurale et voilà, c'est pas forcément si facile. Mais le fait qu'elle travaille en partenariat avec l'entraide de Lyon et le diaconat de Valence, c'est un atout. Et là, ce que dit Pierre sur toutes les autres associations protestantes montre bien que d'abord, ça apporte des bénévoles, ça permet de mutualiser les forces, mais ça permet aussi d'avoir la confiance des financeurs. Tout à Euh, fait. Merci beaucoup, Pierre. Je vais laisser la parole à Florence. Alors, merci Cécile, merci Pierre. Si on entend au-delà de tout ce que vous avez présenté, il y a encore quelques enjeux qui me paraissent importants. C'est la question que vous avez évoquée de la pérennisation des actions. Donc, Pierre, tu as dit que voilà, tu as des dons individuels, annuels, qui permettent, mais certainement il faut aussi d'autres ressources. C'était le cas aussi pour Sonia. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est une organisation territoriale. Dans les deux cas, euh, c'est euh, en- c'est s'ouvrir autour de soi et être, vous, à l'aise avec les CCS, mais aussi avec les autres entraides. Et cette dimension est très importante pour pouvoir ensuite développer et rechercher certainement aussi des financements. Alors, le temps avançant, nous vous proposons de prendre 5 minutes euh, à partir de ce qui a été dit. Est-ce que les uns ou les autres, vous auriez d'autres conseils ou d'autres points forts à souligner pour permettre la recherche de fonds pour un des enjeux qui est la pérennisation ou la mise en place d'une action? Est-ce qu'on se donne 5 minutes avant de laisser la parole à Célia euh, pour, euh, pour identifier quelques points qui ont pu être très aidants dans la recherche de financement. Marie? Excusez-moi. Tu as coupé ton micro, Marie. Excusez-moi. Marie Orcel, Association protestante d'assistance à Nîmes. Ce qui me frappe dans ce qui vient d'être dit, c'est la construction avec des briques qu'on va empiler les unes sur les autres. Donc Cécile l'a dit, la construction du projet en amont, la mise en réseau des compétences et des ressources, que ce soit les ressources professionnelles, les églises FPF ou autres, le partenariat associatif ou territorial. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut peut-être mettre en brique aussi, c'est la veille sociale et la veille financement, ça a été évoqué. Enfin, je pense qu'il y a de la communication autour à la fois des projets et des besoins. Et puis porter, instruire les appels à projets, les demandes de subventions. Et ça, dans ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve que c'est très, très clair et très intéressant de voir que toutes ces couches qui peuvent paraître assez difficiles à mettre en place peuvent être portées par des équipes différentes. Et donc, c'est intéressant avec au milieu les ressources dont on dispose aussi à la FEP, par exemple, à la Protest. Donc, Sonia, vous avez parlé de l'étude d'impact là qui a été diffusée en septembre, et puis les différentes ressources qu'on peut mettre en commun les uns et les autres.
Donc, c'est vrai que la recherche de financement, ça peut paraître énorme pour les entraides, mais finalement, c'est des pas les uns après les autres. Donc, un pas l'un après l'autre. Mm, mm. Ouais. Merci Marie. Effectivement, un pas après l'autre. Et puis, il y a ce qui était frappant aussi chez Sonia, c'était cette question d'opportunité qui a été saisie pour refaire un nouveau projet. Alors, intervention de la Halte du Pin. Bonjour. Donc, c'est Du Pinson. l'AFP, la Halte du Pinson. Nous existons depuis seulement 3 ans, mais ce que nous avons remarqué qui est porteur, parce que par exemple, on avait demandé le fonds de développement de la vie associative, et la première année, on l'avait eu, la deuxième, on l'avait pas, on comprenait pas pourquoi. Alors, ce qui me semble important, c'est d'arriver à parler leur langage. Et du coup, l'année d'après, on l'a eu, et aussi dans ces subventions locales ou territoriales, parce que le fonds de développement, c'est l'État, mais c'est, comment dire, réparti après dans les départements. Nous avons rencontré les responsables à l'occasion de manifestations, de conférences, pour comprendre ce qui avait fonctionné ou pas. Et voilà, c'est juste un petit témoignage que arriver à parler leur langage et dire mais pourquoi on l'a pas eu? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Je sais pas Merci si c'est clair. beaucoup. Oui, c'est très clair parce que parfois on a l'impression d'avoir à se contorsionner pour pouvoir arriver à faire financer nos projets et avec Et, et comme un ça a truc été dit qui, tout à l'heure, pardon? oui, un truc qui Ce qui nous est, aidait, c'est que bon, tout un chacun a connu les recherches d'emploi. Ben, on faisait un tableau avec leurs exigences et qu'est-ce qu'on avait en face. Parce que des fois, on avait tout ce qu'il fallait, mais on n'avait pas su le mettre en valeur. Voilà. Et pour rentrer vraiment dans l'optique voilà, des financeurs, quoi. Merci. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui, rappelez que vous êtes aperçu qu'on a, pour l'investissement de ce fourgon, on n'a aucun financement public. Tous les financements ont été des particuliers, soit d'autres associations indirectement, soit vraiment des particuliers, mais aucun financement, de même qu'on n'a pas pu bénéficier, malgré le dossier qu'on avait fait, du prix de Charles Gide. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais on suppose que c'était un investissement et pas de fonctionnement. Donc, ça nous surprend un peu qu'on ait autant de difficultés à avoir des financements sur de l'investissement. Eh bien, merci Pierre. On prend encore une remarque, un conseil, un point de vigilance. Jean-Marc, Ah, voilà. Bonjour à tous. Euh, je trouve que c'était bien éclairé dans les deux projets qu'on a vus, mais comme j'ai eu aussi l'expérience d'Épisole, et je vais aller aussi dans le même sens, la multiplication des financements est un facteur aidant. C'est-à-dire que lorsque on a un premier financement, il y en a d'autres qui vont s'y mettre. C'est-à-dire que il ne faut pas essayer de cibler un gros financement en point, mais il faut multiplier les pistes et ça s'accumule. Et la deuxième remarque qui n'a pas été mentionnée mais que je ferai, il ne faut pas Ah, hésiter à réitérer d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi nos interlocuteurs, comme on l'a dit et comme l'a dit quelqu'un à un moment donné, c'est bien de les voir et autres, mais leur présenter un dossier, c'est commencer à les préparer là-dessus. Donc si on peut attendre 2 ans, ça nous est arrivé, le fait de représenter aide aussi pas mal. merci beaucoup Jean-Marc. Il est maintenant temps de proposer à Célia de poursuivre des solutions pour pouvoir trouver des financements.
Oui, merci beaucoup, Florence. Alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer la Fondation de France, en tout cas le délégué général pour le territoire du Grand Est l'année dernière. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant juste de vous retracer les grandes lignes de comment fonctionne la Fondation de France. Ça va beaucoup faire écho finalement à ce qu'a présenté Sonia. Alors, je vais vous partager mon écran juste pour quelques slides. Voilà. Est-ce que vous voyez tous? Non. Oui. Ok. Donc, la Fondation de France a été créée en 1969 sur le modèle des fondations américaines. Donc, c'est vraiment la vision de trouver des fonds privés pour des services d'intérêt général. Et du coup, la Fondation de France est sans doute la plus grande, c'est comme ça en tout cas qu'il la présente, fondation au niveau de la France, le premier réseau de philanthropie. C'est aussi pour ça qu'ils se nomment eux-mêmes la Fondation de toutes les causes, parce qu'ils brassent large sur les différents versants sur lesquels ils peuvent venir apporter du soutien. Et aussi parce que donc, il y a la Fondation de France en tant que telle, et il y a 982 fondations abritées par la Fondation de France. Donc, c'est des plus petites fondations qui ont en général soit un regroupement du fait que c'est une entreprise qui l'a créée, ou c'est un regroupement de professionnels dans certains secteurs, ou c'est vraiment une fondation très localisée sur un territoire en particulier. Voilà, ça peut être tout type de plus petites fondations qui sont en fait chapeautées par la Fondation de France et qui leur permet euh, de faire elles-mêmes aussi des appels à projets, aussi du soutien. Donc finalement, il y a plusieurs tiroirs à aller chercher au sein de la Fondation de France. C'est une grosse structure avec 250 salariés et aussi beaucoup de bénévoles qui sont notamment aussi impliqués dans les jurys, donc dans la sélection des projets qui vont être soutenus. Et en moyenne, ils ont à peu près 12 000 projets soutenus par an. Euh, alors, les missions qui sont soutenues par la Fondation de France, ils ont récemment changé leur manière de faire. Jusque-là, il y avait une quarantaine de programmes avec des appels à projets dédiés par programme. Maintenant, on est passé sur 9 grandes causes: solidarité et vulnérabilité, santé, recherche médicale, enfance, jeunesse, éducation. Vous les voyez tous à l'écran. Vous, celle qui va sans doute principalement pouvoir être intéressante pour les entraides, c'est solidarité et vulnérabilité. La manière de fonctionner, alors au niveau financier de la Fondation de France, il y a deux fonctionnements principaux: les appels à projets, qui vont être pour des montants, alors on m'a dit entre 6 000 et 30 000, je pense que ça peut dépendre un peu aussi au niveau régionaux, il y a peut-être des financements différents. Là, voilà, je parle du point de vue de la Fondation de France pour la délégation Grand Est. Mais il y a aussi un autre système qui est un repérage d'initiatives. Donc, c'est là aussi que les bénévoles de la Fondation de France vont pouvoir être impliqués. C'est ce que j'ai cru comprendre, ce qui est arrivé par exemple dans le cas de Sonia. Et où du coup, c'est des initiatives qui vont arriver aux oreilles de la Fondation de France et où ils vont se dire, OK, là, il y a quelque chose à faire et on peut apporter un soutien du coup un peu plus élevé en termes de montant aussi. Sinon, donc pour les appels à projets, c'est un fonctionnement classique. Que vous connaissez via les financements publics ou d'autres, avec voilà, des critères bien définis par la Fondation. Le dossier à remplir pour venir demander la subvention en essayant de remplir et de faire rentrer votre projet au mieux dans les critères. Et puis différentes phases, une présélection, une instruction du projet, la décision finale par le jury et finalement l'acceptation ou pas de votre dossier. Alors, ce qui a aussi été mis en avant par mes interlocuteurs quand je les ai rencontrés, c'est que autant il y a pu y avoir par le passé des financements un peu d'un seul coup, maintenant ils essayent de répartir ça aussi sur plusieurs années par tranche pour que ce soit aussi un peu plus structurant. Et du coup, l'enveloppe est décaissée au fur et à mesure avec évidemment des rapports, un rapport à mi-parcours, un rapport final. Il y a toujours, ça vous le savez aussi dans les demandes de subventions, des évaluations qui sont demandées par le financeur pour savoir à quel point vous avez mis en œuvre votre projet ou pas.
Et alors, je vous propose maintenant d'aller voir directement sur le site de la Fondation de France ce que vous pouvez y retrouver d'intéressant. Donc, il y a les appels à projets de la Fondation de France en tant que tels, mais vous allez aussi pouvoir retrouver l'annuaire de toutes les fondations abritées. Et comme ça peut vous donner une idée un peu plus précise de ce que chacune finance, parce que les fondations abritées ont en général un objet beaucoup plus défini, beaucoup plus précis que la Fondation de France dans son ensemble. Les appels à projets qui sont également menés par les fondations abritées. Donc vous voyez, il y a un autre tiroir en dessous à aller creuser. Et il y a même encore un dernier aspect qui ne va pas vous concerner vous en tant que structure, mais qui peut éventuellement concerner des personnes que vous allez soutenir, des bénéficiaires de vos entraides. Donc il y a des bourses individuelles qui sont également disponibles. Typiquement des bourses pour des études, pour des voyages à l'étranger, pour passer son permis, etc., pour des choses comme ça. Ça peut toujours être intéressant pour vous de savoir qu'elles existent et de éventuellement aider des personnes que vous accompagnez à essayer d'en bénéficier. Donc, je vais vous emmener sur le site. Je vais faire un petit transfert. J'espère que euh, je vais arrêter le partage et repartir sur les pages web. Ce sera plus simple pour être sûr que vous voyez bien. Voilà, donc nous sommes ici, si tout va bien, sur l'annuaire des appels à projets de la Fondation de France. Donc, vous voyez, on peut bien filtrer les appels qui sont en cours et ceux qui sont à venir. Alors, il faut faire assez attention parce que les appels ne sont pas très, très longs. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a un qui a été ouvert le 18 décembre et qui s'arrête le 18 février. Donc, il faut être assez réactif. C'est en général quelques mois maximum la publication de l'appel à projet. Alors, ce qui est bien, c'est que parfois, ils en font, c'est pas le cas là, mais ils préviennent quand il y en a un qui est à venir, donc ça peut permettre de se préparer un peu en amont, mais c'est vrai que ça, c'est une des difficultés, c'est que c'est en général des appels assez courts. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'y en a que deux sur la page web, des appels à projets de manière générale. Alors ensuite, je vais vous montrer l'annuaire des fondations abritées. Donc là, c'est vraiment donc les 982 fondations abritées par la Fondation de France. Vous allez pouvoir les retrouver ici. Ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil parce que vous pouvez les filtrer là aussi par catégorie, par thématique qu'elles vont venir soutenir. Et ça peut vous permettre de savoir, ah bah il y en a une peut-être typiquement là dans mon secteur territorial très précis qui peut venir en aide, pourquoi pas, ou typiquement que sur un sujet jeunesse ou un sujet sur telle vulnérabilité. Voilà, elles sont vraiment très différentes. Comme vous pouvez le voir là, il y a des fondations de métiers, il y a des fondations d'une personnalité sur une thématique en particulier. C'est très, très varié et il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est assez exhaustif le travail de fond. Donc on ne vous demande pas non plus d'aller toutes les regarder, mais ça peut éventuellement être intéressant quand même de jeter un coup d'œil. Et alors aussi, ce qui est intéressant, donc c'est les appels à projets que ces fondations abritées mettent en œuvre elles-mêmes. Vous avez ici, de la même manière, ceux qui sont en cours, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont à venir et les appels passés. Là aussi, vous pouvez regarder juste pour vous faire une idée de ce qui a été proposé par le passé. Ça peut quand même être intéressant. Et si vous vous rendez sur une des pages pour regarder un exemple, par exemple celle-ci, Fondation BNP lance son appel à projet, vous allez retrouver à chaque fois un petit descriptif de l'appel à projet en question. En général, un petit calendrier du processus pour déposer votre dossier et du système de sélection des dossiers, que vous puissiez quand même savoir si votre projet peut entrer ou pas dans les critères de sélection de ce projet, de cet appel à projet. Voilà pour cet exemple. Et du coup, je vous parlais encore de ces dernières opportunités
plus individuelles, mais qui peuvent être intéressantes à connaître quand même. Donc, sur la page du guide des bourses, vous pouvez filtrer là aussi en fonction de la personne qui cherche une bourse, en fonction de si elle est collégien, lycéen, étudiant, etc. De sa nationalité aussi, parce qu'il y a des critères différents en fonction des pays et de la minorité ou majorité de la personne et du domaine dans lequel cette personne cherche une bourse. Si c'est pour un voyage à l'étranger, si c'est pour une thèse. Alors, il y a des choses qui vont pas du tout vous concerner, hein. Sur la Fondation de France, il y a aussi des choses, des projets de recherche qui sont financés, des projets de thèse, etc. Mais vous allez quand même pouvoir éventuellement trouver quelques opportunités. Alors, comme c'est très fastidieux, je ne peux pas vous laisser comme ça sur une note où on vous donne l'impression qu'il y a plein d'opportunités, mais que c'est beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, pour vous dire que les délégués régionaux, moi-même et mes collègues, on est là pour vous aider dans ces recherches-là. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Et nous, on peut aussi faire le lien avec les différents délégués de la Fondation de France, voir s'il y a des opportunités autant à l'échelle de la Fondation de France en elle-même que des fondations abritées, ou s'ils sont eux au courant d'un appel à projet qui va peut-être sortir dans les prochains temps et qui pourrait correspondre à vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas, on est là pour vous aider dans votre recherche. Merci Merci mille fois. beaucoup. Ouais, Merci. merci beaucoup, Célia. Ce lien vers les délégués régionaux, il est aussi pour vous mettre en partenariat avec d'autres associations qui sont aussi sur des recherches de financement similaires à celles que vous avez. Il peut être sur la relecture d'un projet, il peut être, voilà, donc le réseau est une vraie force hein, dans la recherche de financement. Ne soyez pas humbles. On est tous en train voilà, d'essayer de compenser les baisses des subventions et de chercher à trouver des financements. Donc, appuyons-nous les uns sur les autres pour qu'on puisse partager nos expériences. Et en effet, la Fondation de France connaît la Fédération de l'entraide protestante, le pôle accueil de l'étranger et notamment le projet En Acte font partie des projets qui sont suivis et accompagnés depuis plusieurs années par la Fondation de France. Donc, ils connaissent la Fédération de l'entraide protestante et vous pouvez aussi voilà, ne pas hésiter à faire référence au fait que vous faites partie du réseau de la Fédération de l'entraide protestante lorsque vous répondez à un appel à projet de la FPF. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais partager avec vous d'autres solutions. Avec Florence, si on en oublie l'une et l'autre, on va se prendre la parole l'une après l'autre pour évoquer un certain nombre de solutions. Il y en aura sûrement d'autres. Mais voilà, ça fait quelques petites choses auxquelles vous pouvez penser. Alors, il y a tout ce que les associations peuvent faire par elles-mêmes. Donc, on a parlé des réponses aux appels à projets. Sonia l'avait mentionné, c'est vrai qu'il faut faire de la veille. Ça nécessite d'avoir quelques liens en favori dans son Internet, celui de la Fondation de France, mais aussi celui des directions départementales. Et puis, vous allez peut-être identifier d'autres fondations qui déposent des appels à projets et qui nécessitent un peu de veille. N'hésitez pas à les partager hein, si ça peut servir à d'autres. Avec plaisir. Les conseils départementaux, donc qui sont un peu déshabillés en ce moment et qui ont moins de subventions, mais ça arrive qu'il y en ait. Je vais parler du programme Mieux manger pour tous, qui concerne les associations qui font de l'aide alimentaire, qui a bénéficié de deux volets, un volet national dont certaines associations habilitées par la FEP à l'aide alimentaire ont pu bénéficier. Ça, c'était pour de l'achat de denrées au niveau national, mais au niveau régional, il y a une dotation qui a été donnée dans les dettes pour des programmes d'ingénierie autour de l'aide alimentaire. Donc, il y a encore pour 2026, c'est possible d'en bénéficier. Dans les choses possibles, il y a, vous savez, quand vous allez faire des courses et qu'on vous dit est-ce que vous voulez arrondir au chiffre supérieur pour une association, sachez que c'est possible de le faire même pour une action d'une association ou d'un groupement d'associations. Donc, n'hésitez pas à aller faire un peu des recherches de ce côté-là. Ça rapporte. Mais tous les gens qui acceptent d'arrondir leur facture au chiffre supérieur et les bénéfices peuvent être importants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, sur lequel vous pouvez compter.
Il y a dans certaines communes, c'est peut-être moins valable pour des grandes villes, mais c'est valable pour des petites villes, à l'occasion de spectacles organisés. Alors ça peut être par le théâtre local qui a un programme régulièrement, ou ça peut être lors de manifestations sportives. Il est possible d'aller demander à l'association si elle est OK pour augmenter le prix de ses billets de 1 euro, par exemple, au bénéfice de votre association. C'est pas possible sur tous les spectacles, mais c'est une opportunité. Donc, si vous avez de bons contacts avec des clubs sportifs ou des associations culturelles, ou le conservatoire qui va organiser des concerts à la fin de l'année et qui va organiser des ventes de billets, il est possible de leur demander de prélever une partie pour l'association. C'est aussi dans ce cas-là l'occasion de parler de votre association. Marie mentionnait tout à l'heure la communication autour des projets. Et c'est vrai que plus vous êtes connu, plus vous attirez l'attention et plus vous attirez aussi la confiance des financeurs. Donc, les pourcentages sur des ventes de billets, c'est une solution. Il y a aussi tout ce qui est événements locaux, que ce soit, je sais pas, les forums des associations, les fêtes des associations, qui sont des lieux où vous pouvez présenter votre projet et puis soit vendre des crêpes, soit vendre des boissons ou comme ça. Je parle là de projets de petite ampleur avec une dimension, un périmètre assez local. Mais ça peut être l'occasion de collecter un peu d'argent. Je Oui, fais le lien. Oui, pardon vas-y, Cécile, Florence. oui, en événements locaux, on peut aussi parler des concerts, hein, qui peuvent permettre de se faire connaître et puis une ressource intéressante. On a aussi tout ce qui est collecte alimentaire dans les biocoop, parce que de quartier, parce que non seulement vous avez des produits de qualité, mais en plus les biocoop vous reversent leur marge, c'est-à-dire 30%. Puis il y a dans les entraides, on voit beaucoup de braderies à Noël, des ventes de Noël qui permettent aussi d'impliquer toute Mm. la paroisse autour de préparation de divers produits. Ce qui est intéressant dans ces événements, c'est que vous êtes tous des associations à but non lucratif. Pour autant, on a le droit d'avoir des recettes. Alors, je crois qu'il y a un plafond à 78 000 euros par an, ce qui laisse un peu de marge. Euh, mais voilà, donc lorsque vous avez une activité lucrative, bien entendu, elle doit être réinvestie totalement dans des projets et pas pour financer les vacances du président. Mais par contre, c'est possible d'avoir une activité lucrative. J'ai été voir si vous tapez fiscalité des associations non lucratives, vous avez toutes les explications pour savoir dans quel cadre il faut déclarer cette activité pour que vous ne soyez pas poursuivi par l'administration fiscale, mais vous avez vraiment pas mal de marge. Euh, à ce titre-là, il y a des associations qui ont profité, par exemple, il y a des paroissiens qui ont mis à disposition un logement en Airbnb et qui reversent une partie des recettes de leur Airbnb sous forme de dons à l'entraide. Donc, ça semble pas grand-chose, mais ça peut aller assez vite. Et puis, même si c'est un mois de recettes du Airbnb ou même si c'est une semaine de recettes du Airbnb, c'est des choses qui peuvent être lucratives. On a parlé du prix Charles Gide. Alors, le prix Charles Gide, c'est un prix qui est annuel. C'est suite à un dîner philanthropique organisé par la Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide pour la 5e année. Le montant total est reversé à la FEP pour un prix, voilà, le prix Charles Gide, et qui permet chaque année de, de subventionner, enfin de récompenser une bonne quinzaine de projets. Alors, c'est vrai que Pierre, son projet n'avait pas été retenu. Il faut savoir que chaque année, il y a entre 30 et 40 projets qui sont proposés, entre 0 et 15 000 euros, et que le jury, qui est souverain et dont je ne fais pas partie, décide chaque année d'en primer une quinzaine.
Donc, il faut être attentif à la fin de l'année. Vous recevez chaque année l'appel à projet, et sinon, toutes les informations sont sur le site internet de la FEP. Donc, n'hésitez surtout pas à y postuler. Il faut juste savoir que quand vous avez été primé une année, vous ne pouvez pas repostuler pendant les 2 années suivantes. Mais que par contre, si vous n'avez pas été primé une année, vous pouvez repostuler l'année suivante. Euh, on peut parler des legs. Voilà, ça c'est une piste possible. Les legs vont souvent aux paroisses, mais ils peuvent aussi revenir à l'association d'entraide. On a mentionné le programme Mieux manger pour tous, qui est un programme national. La FEP, en tant que tête de réseau sur l'aide alimentaire, a bénéficié d'une dotation qu'elle reverse intégralement aux associations depuis, là, ça va être la 3e année, pour l'achat de denrées bio locales qui ont pour intérêt d'améliorer la qualité des produits alimentaires qui sont distribués dans le cadre de l'aide alimentaire. Je vais vous redire que les partenariats locaux d'associations constitués en collectif ont plus de poids pour demander des subventions. Je vois que Christine Jacob nous a rejoint. Christine, elle fait partie d'un collectif d'associations chrétiennes à Nice qui s'est constitué, qui a mis un certain temps à se constituer, mais qui a été lancé à la fin de l'année 2025. Et nous inviterons Christine pour qu'elle puisse nous présenter toute la démarche pour se constituer en collectif, parce que je pense que ça a un vrai intérêt et ça peut être très inspirant pour les uns ou les autres sur comment je fais pour voilà, me mettre ensemble. Alors, à Nice, c'est des associations chrétiennes, mais il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit des associations chrétiennes dans des communes où il y en a moins. Et voilà, donc là, on fera une réunion des entraides en ligne spécifique. Christine, tu ne le savais pas, je ne te vois pas sur l'écran, mais voilà, je sais que tu es là. Donc, on va se rappeler. Après, il y a des dispositifs qui peuvent vous intéresser à un moment donné, et on vous mettra les liens dans le compte-rendu de cette réunion. Il est possible de bénéficier de prêts associatifs, c'est-à-dire qu'une association à but non lucratif peut prêter de l'argent à une autre association à but non lucratif dans des conditions particulières. Ça permet à des associations qui sont un peu plus solides de pouvoir soutenir le projet d'une autre association. Et donc, c'est réglementé, hein, c'est organisé, il y a des modèles de convention de prêt, etc. Donc, ça peut aider pour boucler des financements. Il est également possible de faire de l'épargne solidaire. Alors ça, c'est des dispositifs un peu plus complexes qui permettent de placer de l'argent et tous les intérêts sur cet argent reviennent à une association. Ça peut être une proposition à faire à des gens que vous avez identifiés comme ayant un peu d'argent à placer. Ils le placent et ils sont OK pour que les intérêts soient reversés à l'association. Je vous mettrai aussi le lien pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Voilà pour tout ce qui est au niveau des associations. Alors, on a parlé tout à l'heure, Sonia l'a mentionné, on a parlé de la Fondation du protestantisme. Donc, la FEP a une fondation individualisée à la Fondation du protestantisme et qui permet à toute association adhérente de la FEP d'utiliser les outils de collecte proposés par la Fondation du protestantisme. Ce qui veut dire que si vous souhaitez organiser une collecte pour, il faut que vous définissiez une fois de plus votre projet, mais pour financer un abri, par exemple, pour les personnes qui viennent à l'aide alimentaire, vous pouvez organiser cette collecte avec la Fondation du protestantisme qui se chargera de toute la partie collecte, envoi des reçus fiscaux, etc., qui pourra vous aider aussi pour créer des outils de communication pour faire connaître votre collecte. La seule chose qu'elle ne fera pas, c'est de vous trouver les donateurs. Mais par contre, toute la logistique administrative autour d'une collecte a un vrai intérêt. Et donc ça, en tant qu'adhérent de la FEP, vous pouvez très bien utiliser cet outil. Si besoin, contactez votre délégué régional qui vous mettra en contact avec la Fondation du protestantisme pour ces collectes. C'est des collectes qui peuvent s'inscrire dans la durée. Et puis, le jour où vous êtes prêt, vous avez atteint le montant qui vous permet de financer votre abri, et ben la Fondation libère le montant et vous pouvez faire votre investissement.
dans les fondations, on a parlé donc là, de la Fondation du protestantisme, de la Fondation de France. Il existe également des fondations d'entreprises. Par exemple, je vous cite Leroy Merlin. Leroy Merlin a une fondation qui finance des travaux. Ils vous font soit des financements en numéraire, soit des financements en matériel, et donc en dons de matériel. Donc ça peut être aussi intéressant de les contacter quand vous avez un projet de construction, d'installation d'une salle ou comme ça. La Fondation Leroy Merlin. Il y a également, on a vu aussi la Fondation Vinci, il y a aussi la Fondation EY. EY, c'est Ernst Young. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder dans les grosses entreprises françaises lesquelles ont des fondations. Évidemment, ça peut passer par des personnes qui travaillent dans ces entreprises parce que chaque salarié a le droit d'aller présenter, porter un projet auprès de la fondation. Donc, Sonia le mentionnait bien en essayant de s'appuyer sur qui sont les personnes de l'entraide, ou même il faut peut-être l'élargir à la paroisse, pour pouvoir porter des dossiers dans les fondations des grosses entreprises. Euh, Il y a une autre idée qui peut être intéressante. On disait que finalement, c'est quand même assez compliqué hein, d'aller chercher des fonds, surtout quand on va chercher des briques qui vont s'empiler. Et l'autre jour, quelqu'un a mentionné le fait dans une autre réunion, a mentionné le fait de faire appel à des écoles de commerce où il y a des étudiants voilà, qui ont des projets à faire. Et on peut peut-être se faire aider par des étudiants qui ont des projets de fin d'année ou des projets de fin d'études à faire et qui vont pouvoir vous accompagner dans cette recherche de fonds. C'est des personnes qui sont jeunes, mais à la fois très agiles avec les outils informatiques et qui peuvent vous aider dans ces recherches d'appel à projets. Donc, vous pouvez vous faire connaître s'il y a des écoles de commerce pas trop loin de chez vous pour avoir de l'aide dans la construction des projets. Alors ensuite, vis-à-vis des entreprises, il y a un certain nombre de soutiens que vous pouvez avoir. Alors, je vous mettrai un lien. Les entreprises, enfin les salariés dans les entreprises ont le droit de faire don de leur de jours de repos en argent. Alors, ils ne peuvent pas en donner 25 par an, mais ils ont le droit de donner 3 jours de congé qui sont valorisés et qui sont donnés à des associations. Je vous donnerai un lien pour ça. Ça peut être une manière de faire un don pour un salarié qui a 6 semaines de congé et qui ferait le don même d'une journée ou de 2 journées. Ça peut permettre de vous aider à financer des projets. Et l'entreprise est défiscalisée sur ces dons de jours de congé, donc elle a aussi un intérêt à ce que ça se passe. Et il y a des gens qui, voilà, plutôt que vous faire un don en direct, pourraient lâcher 1 ou 2 jours de repos dans l'année pour voilà, financer, vous aider entre aide à financer un projet. Euh, Après, il y a d'autres formes d'aide qui sont, alors le mécénat de compétences, on en parle beaucoup, mais c'est plutôt là, non pas pour financer un projet, mais plutôt pour financer l'action des personnes qui peuvent, alors soit en fin de carrière, faire leur dernière année à 100% ou à temps partiel au service de l'association, tout en continuant à percevoir l'intégralité de leur salaire. Donc là, il y a une convention qui est signée entre l'association et l'entreprise pour définir à la fois les tâches de la personne, le temps, etc. Et donc, ça fait une personne qui viendra vous aider, qui sera payée par son entreprise et qui fera du mécénat pour votre association. C'est vrai aussi dans le cadre de compétences spécifiques, sans pour autant être obligé d'intégrer la personne dans l'association. Par exemple, vous allez avoir besoin d'un appui sur de la comptabilité et une personne d'un cabinet comptable va pouvoir bénéficier, par exemple, d'une journée par mois au service de l'association. Elle pourra le faire à distance dans son entreprise et elle sera payée par son entreprise mais ce sera valorisé comme une journée dans le cadre d'un mécénat de compétences. De la même manière, les entreprises peuvent permettre à leurs salariés de participer à l'activité d'associations d'intérêt général. Je sais que les banques alimentaires, par exemple, s'appuient énormément là-dessus lors de la période de la collecte nationale des banques alimentaires, où des entreprises permettent à leurs salariés de donner 2 jours pour la collecte nationale des banques alimentaires, mais c'est possible dans un autre cadre et le cadre associatif permet ça. Donc, si vous faites un gros chantier je sais pas moi, de rénovation d'une salle où chacun va venir participer pour peindre,
voilà, des salariés peuvent participer à une action comme ça dans le cadre de leur activité professionnelle, c'est-à-dire financée par leur entreprise et au service de l'association. Et puis une dernière, c'est un peu en vrac mon histoire, mais ça sera dans les documents qu'on vous enverra après la réunion. Toutes les entreprises organisent des journées, pas portes ouvertes, mais où les associations, enfin je parle plutôt des villes de taille moyenne et des petites villes à Paris, je ne sais pas si ça se fait, je n'ai pas d'informations là-dessus, peut-être que certains d'entre vous en ont, font des semaines ouvertes d'inclusion. Et donc là, il est possible que vous puissiez aller vous présenter dans le cadre de ces journées. Et c'est l'occasion de présenter votre activité, mais aussi de trouver un projet, de présenter un projet à financer, éventuellement de recruter des nouveaux bénévoles. Donc voilà, c'est dans le cadre de la communication autour des projets. Et ça vaut la peine d'aller essayer de rentrer dans le milieu de l'entreprise. De plus en plus, les entreprises trouvent un intérêt éthique à financer, à soutenir et à accompagner des activités associatives. Voilà tout ce qui me passe par la tête. Il nous reste 1 minute. Est-ce que Florence, j'ai oublié des choses, ou Laure, ou les uns ou les autres? C'est déjà pas mal, hein? Il va falloir. Bien sûr, il y a beaucoup d'infos quand même. Ouais, on a essayé. D'où l'utilité de la petite fiche focus pour récapituler un peu tout ça et pouvoir se repérer en fonction des besoins qu'on a et des projets qu'on veut mener à différents niveaux. Voilà, mais c'était ouais, super intéressant. Très bien, ben, voilà, on arrive à la fin de cette réunion. Je reconnais qu'en effet, on vous a abreuvé de plein de solutions. C'était pas pour vous étourdir. J'espère que vous repartez avec l'idée que vous allez pouvoir réussir à financer vos projets en prenant le temps de bien les décortiquer, bien les préparer et puis chercher le bon financement qui va pour la bonne brique. Plutôt que vous avoir dégoûté en vous disant oh là là, mais c'est pas possible, il y a tellement de choses à faire qu'on va pas s'en sortir, parce que ça n'est pas l'objet. Le réseau est là, les délégués régionaux sont là, et on vous accompagnera au mieux dans vos recherches. Moi, je voudrais juste peut-être ajouter, parce que c'est vrai qu'en général, les entraides qui se disent toujours petites entraides se disent bah, finalement non, là-dedans, on va pas trouver notre bonheur, c'est trop compliqué. Et là, je crois que justement, en prenant le temps de digérer un peu tout ce qui a été partagé ce matin, mais je crois qu'il y a vraiment, pour les plus petites, entre guillemets, quand même des solutions. Et en guise de fin, peut-être vous partagez, par exemple, cette semaine, la semaine dernière, donc j'étais en Bretagne, et il y a une entraide qui se trouve à Saint-Malo et qui, pour trouver des financements, a retapé un vaurien, voilà, un petit bateau qui a à la fois lié les bénévoles entre eux parce que voilà, ils ont partagé des compétences, ils ont travaillé ensemble sur un temps défini. Et aujourd'hui, ce vaurien qui est super joli, eh ben, il va être vendu. Et il va être vendu pour profiter à l'entraide, pour mener un des projets voilà qui leur tiennent à cœur. Donc en soi, ça aussi, je pense que c'est accessible aux plus petits parce que l'Enfort, qui est l'entraide de Saint-Malo, ils sont 15 bénévoles. Et voilà, donc ils ont un tout petit budget et en même temps, mais ils ont un projet et ils ont trouvé cette idée et ça va, voilà, ça va fonctionner. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est important. Tu vois qu'il y a Marie qui lève la main. Oui, ce qui est intéressant aussi au travers de tout ce qui a été dit, c'est que la levée de fonds, ça peut aussi être très, ça peut fédérer enfin, les groupes de bénévoles. Lorsque tu viens de citer, c'est un projet commun, vendre des crêpes, participer à, je sais pas moi, un marathon avec des t-shirts ou au Téléthon. Parfois, on nous propose de participer au Téléthon. Ça va pas forcément nous faire gagner de l'argent, mais ça va fédérer les équipes autour d'un projet. Pareil pour les entreprises, ils sont très preneurs d'avoir des salariés qui viennent se joindre aux équipes de bénévoles. Et c'est encourageant pour les salariés, c'est encourageant pour enfin, les salariés d'autres entreprises et puis aussi pour les équipes. Et ça permet pas forcément de gagner de l'argent mais en tout cas d'économiser de l'argent qu'on n'aura pas à dépenser. Mais dans tous les cas, ça peut quand même être festif aussi, la levée de fonds. C'est pas juste des contraintes.
Ouais, ce que tu dis sur les courses sponsorisées, c'est très intéressant, hein, où vous organisez une course ou la participation à une course organisée dans la commune et vous faites sponsoriser vos kilomètres courus. Euh, voilà, et les gens peuvent donner pour chaque kilomètre parcouru. Sûr qu'il y a des sportifs. Quand on fait participer des salariés, il faut aussi avoir dans l'idée que c'est peut-être des futurs bénévoles de l'association. Et donc là, on est sur un sujet bénévolat, donc on vous fera un autre focus sur le bénévolat. Euh, Pas aujourd'hui. Je pense que pour ce matin, on a tous le cerveau plein de dollars qui tournent là au milieu des orbites ou d'euros. N'hésitez surtout pas à refaire appel à nous si vous avez besoin d'un soutien particulier, d'un accompagnement particulier. Et je l'ai mis dans le chat, mais oui, cette émission ce webinaire va être transformé en replay sur la chaîne YouTube de la FEP et on va faire une fiche pratique avec tous les liens Internet, la présentation de Célia, le nom des fondations qui ont été mentionnées. Et puis, n'hésitez pas à l'enrichir si vous avez des éléments à partager. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Oui, merci beaucoup pour ce webinaire. C'était très, très, très enrichissant. Merci à tous. Je me retire. Au revoir. Bonne journée. Merci, à bientôt, Claude. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée à vous.